Nous pouvons commencer. J'aimerais remercier Madame la Présidente de Boisdeffre, Monsieur Séners aussi, de votre accueil et de m'avoir confié. Merci aussi au public. J'ai appris qu'il y avait un autre public dans d'autres, qu'il y avait d'autres salles avec d'autres publics. Alors on m'a dit qu'il était moins nombreux en deuxième partie de journée, mais il fallait pas nous le dire. On imagine, en tout cas, bonjour à ce public caché également. Et merci de m'avoir confié la présidence de la table ronde sur ce sujet en particulier, la protection des libertés et le juge des référés. Donc on comprend qu'il s'agit du référé liberté, même si bien sûr le référé suspension peut avoir aussi, évidemment, est utile pour protéger les libertés. Merci, parce qu'enfin, ce référé liberté, c'est quand même la grande innovation de la loi du 30 juin 2000, si l'on accepte de voir dans le sursis à exécution un vague ancêtre du référé suspension. C'est aussi le référé liberté, c'est aussi la star des référés, la procédure la plus médiatique, et le temps a été souvent suspendu à la décision du juge du référé liberté, qu'on pense aux affaires Dieudonné, au Burkini et évidemment au contentieux de référé de l'état d'urgence et encore bien d'autres. Et je crois aussi que, et c'est l'intérêt singulier du référé liberté, c'est que plus que tout autre référé, il présente, je crois, des enjeux absolument considérables. Des enjeux bien sûr relatifs aux relations du juge administratif avec son justiciable, la protection qu'il peut désormais lui apporter, mais au-delà ou à travers cette question des relations entre le juge administratif et son justiciable, des enjeux aussi majeurs d'ordre institutionnel et politique. On peut dire sans trop exagérer que le référé liberté, il a sauvé, je crois, la juridiction administrative, et qu'il a sauvé parce qu'enfin le juge administratif avait des outils pour protéger les particuliers. Et à ce titre, le président Boré en parlait, évoquait ce matin la décision du tribunal des conflits de 97. C'est pas une triste affaire, en fait, cette décision, c'est une magnifique occasion pour apporter un coup de projecteur sur un déséquilibre flagrant des forces en présence, le juge judiciaire, puissant mais qui n'était pas compétent selon la règle de répartition des compétences, et le juge administratif qui était compétent mais qui était incapable de protéger les particuliers. Et donc cette affaire du tribunal des conflits, c'est vraiment l'occasion de mettre le système, de montrer à quel point le système est à bout de souffle et qu'il fallait agir, qu'il fallait légiférer. Quand on relit les conclusions du rapporteur public Argit Casanova, on voit entre les lignes de ses conclusions cet appel du pied au législateur. Et donc, alors, il assure le référé liberté, il a assuré la survie, je crois, il a sauvé le juge administratif, ce référé liberté. Et paradoxalement, cette légitimité retrouvée s'est aussi récemment retournée contre le juge administratif, parce on trouvait à juste titre qu'il n'était pas légitime du fait de son manque, de l'absence de protection qu'il apportait aux requérants. Et puis, à une période relativement récente, on a considéré qu'il n'était pas légitime pour protéger les libertés, au motif que seul le juge judiciaire, le juge des libertés de la détention, le serait. Je fais allusion, bien sûr, aux polémiques qui étaient intervenues pendant l'état d'urgence, dont les juges du référé liberté ont assuré véritablement la permanence de l'état d'urgence. Et à l'idée défendue en haut lieu, selon laquelle le juge des libertés de la détention serait plus armé, plus outillé pour protéger les libertés. Personnellement, j'ai jamais bien compris, jamais été convaincu par cette idée. Pourquoi il serait mieux outillé, si ce n'est à le dire, mais dans ce cas-là, autant le dire, que le juge administratif serait taxé du fait de ses origines, taxé de manière indélébile de partialité. Donc, alors finalement, est-ce que le juge du référé liberté protège bien? C'est pour
en discuter. Aujourd'hui, nous avons Patrice Spinozzi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'État, et Pere Pastor Villanova, qui est juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Je vais passer la parole à Patrice Spinozzi. Merci infiniment, Madame le professeur. Alors, merci d'abord aux organisateurs de m'avoir proposé de venir vous parler un peu de mon expérience en tant qu'avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, confronté aux juges des référés en matière de liberté. Alors, moi, je suis devenu avocat au Conseil en 2000, donc je suis né en fait à cette maison à peu près en même temps que la loi sur les référés. Donc, nous avons parcouru, bon gré mal gré, ce temps ensemble. Et effectivement, le référé, d'une façon générale, s'est présenté comme être un outil assez exceptionnel de protection des libertés fondamentales. Alors la première question, je pense, qui se pose à l'avocat, qui cherche à protéger les libertés fondamentales de son client et qui envisage de le faire le plus efficacement possible, c'est effectivement une question que vous avez évoquée, mais qui n'est pas du tout si simple, c'est quel référé. Voilà. On a parlé de la solitude du juge face au référé. Moi, je peux vous parler de la solitude de l'avocat face à son client quand il s'interroge de savoir quel est le bon référé qui est celui qui a vocation à être engagé. Parce que, certes, on est en train de parler d'une atteinte à une liberté fondamentale, donc assez naturellement, la réponse va être de dire « mais il faudrait engager un référé liberté », sauf que le référé liberté, chacun le sait, les conditions du référé liberté sont beaucoup plus restrictives que celles du référé suspension. Et à cet égard, il va falloir apprécier quelle est exactement la nature de l'urgence. Est-ce qu'on est véritablement dans une urgence à 48 heures? Est-ce qu'en revanche, l'urgence n'est pas plutôt à 1 semaine, 10 jours? Est-ce qu'on veut passer par les fourches codines qui sont quand même relativement restrictives d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale? Ou est-ce qu'on ne préfère pas plutôt se retrancher derrière le moyen sérieux, qui est quand même une condition beaucoup plus simple? Alors, une fois que vous avez avancé dans cette réflexion, vous pouvez vous dire, somme toute, si on a le choix, il vaut mieux privilégier le référé suspension. Peut-être. Mais il faut aussi faire attention ici à l'organisation judiciaire. Pourquoi? Parce que le référé suspension, il va vous amener en général devant le TA. Et après, le TA va vous rendre une décision, vous dites, mais c'est pas grave, moi je vais pouvoir aller devant le Conseil d'État. Sauf qu'en référé suspension, le Conseil d'État, vous allez pouvoir le saisir uniquement en tant que juge de cassation. Donc inutile de dire que votre référé suspension devant le TA, c'est un fusil à un coup, et puis c'est un fusil à un coup local. Alors que si vous allez dans le cadre d'un référé liberté, vous allez aller devant le TA aussi, mais à tout le moins, si votre requête est suffisamment fondée, vous pouvez espérer quand même avoir une audience, et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité d'aller devant le Conseil d'État en tant que juge d'appel. Et là, vous vous dites, on va pouvoir enfin faire du droit, et peut-être que je vais gagner. Alors, vous avez l'impression que ces questions sont peut-être totalement théoriques. En réalité, elles ne le sont pas du tout. Et je vais vous en donner un exemple, tiré d'ailleurs d'une des décisions qui est dans le dossier documentaire, qui est relativement connu, c'est la question du burkini. La question du burkini, par exemple, elle a donné lieu initialement à un référé qui était un référé suspension, qui a été engagé immédiatement devant le tribunal administratif de Nice, qui a été rejeté, défaut d'urgence. Du coup, changeant son fusil d'épaule, les avocats ont pensé à un référé qui était un référé liberté. Référé liberté qui a donné lieu à une ordonnance où il a été considéré qu'il n'y avait en aucune façon une quelconque atteinte à une liberté fondamentale. Et ça n'est que parce qu'il y a eu la possibilité d'un appel devant le Conseil d'État, qu'à bref délai, disons en moins de 1 mois, en 3 semaines, on a réussi à obtenir une décision du Conseil d'État qui est venu suspendre les arrêtés en question et rappeler, l'affaire a fait l'objet d'un très grand nombre de commentaires et a défrayé la chronique, rappeler un état du droit qui en réalité était assez évident.
Donc on voit bien ici, s'agissant de la défense des libertés fondamentales, à travers cet exemple du Burkini, que le choix n'est pas aussi simple. Alors je vous ai parlé du référé liberté, du référé suspension, et je suis très heureux, mon cher confrère, que vous ayez abordé cette question du référé mesure utile, parce qu'il fait aussi partie de la panoplie. Pourquoi ? Parce que le référé liberté, par exemple, il vous permet quoi ? D'obtenir des mesures, mais qui sont des mesures d'extrême urgence. Et dans ces conditions, il vous oblige à calibrer la nature des injonctions que vous cherchez à obtenir de l'administration, s'agissant, encore une fois, de mettre fin à une atteinte à des libertés fondamentales. Si on parle d'un contentieux qui est un contentieux que je connais bien, qui est le contentieux du droit pénitentiaire et globalement de l'état des prisons en France. Eh bien, là encore une fois, j'ai des souvenirs de m'être arraché les cheveux sur la question de savoir quel était, s'agissant, pour ne donner qu'un exemple, de la prison des Baumettes, qui était dans un état épouvantable de délabrement, ce que le contrôleur général des lieux de privation de liberté venait d'affirmer dans le cadre d'un rapport, de savoir comment nous allions pouvoir utiliser ces différents éléments pour pouvoir les transformer en une matière qui soit une matière juridique de contentieux. Parce que quand vous avez le contrôleur des lieux de privation de liberté qui vous dit tout à la fois on a un problème parce qu'il y a des rats partout, et puis on a un problème qui est un problème d'humidité parce que les constructions sont poreuses, et puis on a un problème qui est un problème de luminosité au sein des cellules, et puis on a un problème qui est un problème d'entretien général de tout ça, et que vous retrouvez à essayer de passer au crible les 50 propositions qui ont été faites par le contrôleur général et de les encoder dans un contentieux, vous vous dites, mais qu'est-ce qui entre dans le référé liberté et qu'est-ce qui n'y entre pas? Et quand vous vous dites ce qui n'y entre pas, comment je vais pouvoir faire quelque chose, eh bien vous vous dites, on peut essayer de faire quelque chose avec le référé mesure utile. Et s'agissant du contentieux des Baumettes, c'est très exactement ce que nous avons fait, c'est-à-dire que nous avons fait le départage entre les mesures que nous estimions pouvoir être ordonnées par le juge du référé liberté à 48 heures, et les mesures qui, pour nous, représentaient des travaux qui étaient des travaux plus structurels, pour lesquels nous avons déposé un référé mesure utile. Et le tribunal administratif de Marseille a statué par 2 ordonnances, qui étaient 2 ordonnances distinctes, sur ces questions qui étaient des questions différentes. Donc, on voit bien que, d'ores et déjà, il y a une difficulté dans ce choix. Et à cet égard, pour continuer sur votre remarque, la remarque que vous avez faite s'agissant de l'office du juge des référés, vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est que selon le référé que vous avez choisi, l'office du juge ne sera pas le même. On a parlé de la possibilité d'ordonner des mesures réglementaires. Effectivement, ça n'est plus possible pour le juge du référé mesure utile de pouvoir ordonner des mesures réglementaires. C'est ce qui a été décidé par une décision de section du 27 mars 2015. Je vous donne la référence, parce que vous aviez l'air d'y être intéressé. C'est 385-332. C'est une décision que je connais plutôt bien, puisque je l'ai subie moi-même. Et en réalité, avec l'OIP, précisément, parce que dans le même esprit que celui que je viens d'évoquer avec les Baumettes, nous avions décidé d'utiliser le référé mesure utile pour essayer de pousser l'administration pénitentiaire à réaliser un certain nombre de travaux qui étaient des travaux nécessaires. Autre exemple, toujours tiré du contentieux de la détention, sur la difficulté du choix, c'est l'exemple des fouilles corporelles à nu, qui ont donné lieu d'ailleurs à une jurisprudence assez importante de la part du Conseil d'État. Et les fouilles à nu systématiques, par exemple, qui là aussi semblent assez manifestement porter atteinte à une liberté fondamentale, pour autant, systématiquement, nous avons plutôt privilégié le fait de faire du référé suspension. Les conditions en étaient plus aisées et elles permettaient d'attaquer une décision dont nous n'avions aucune trace, mais en réalité, quand elle n'existait pas dans les règlements intérieurs des prisons, que nous déduisions de l'existence de fouilles systématiques à nu qui, pour nous, nécessairement, inférait le fait qu'une décision avait été prise par le chef d'établissement dont nous demandions la suspension, ce en quoi nous avons été suivis par les tribunaux administratifs et par le Conseil d'État. Donc voilà, moi je voulais attirer votre attention sur cette question du choix qui est assez déterminante pour le praticien. Alors maintenant, l'autre question essentielle, c'est la question de l'efficacité de ce type de référé pour garantir les libertés fondamentales.
À cet égard, je ne peux que m'inscrire dans la lignée de tout ce que j'ai pu entendre pour louer en réalité la manière dont, en tout cas au Conseil d'État, mais plus généralement devant les juridictions administratives, le référé donne à voir l'action du juge en termes de garantie des libertés fondamentales. Ce qui est certain, c'est que c'est, à mon avis, pour moi, l'expression d'une des meilleures justices qu'on puisse donner à avoir à un requérant, parce que le requérant, d'un seul coup, qui peut être quelqu'un dans une situation, souvent d'ailleurs, dans ce genre de référé, extrêmement précaire, un demandeur d'asile, un détenu, d'un seul coup, par son action et par la force du droit, va pouvoir convoquer l'administration devant son juge, et ici au Conseil d'État. Et on parlait de l'organisation lors du déjeuner de la salle aux dents par rapport à la salle du contentieux. Je pense que je peux être le témoin de ce que il y a quand même une impression d'extraordinaire justice lorsque vous êtes un demandeur d'asile, lorsque vous représentez un détenu, à ce que, face à votre requête, vous allez voir arriver 5, 6, 10 personnes de l'administration qui, face à un juge, vont devoir se justifier des différents débordements ou difficultés auxquels peuvent être confrontées ces personnes, qui sont des personnes particulièrement fragiles. Et il faut bien comprendre d'ailleurs ça, c'est un peu une découverte en fait. Pour ces gens, pour la plupart de ces gens, le droit, c'est l'instrument de la répression. C'est l'instrument de la répression de l'État. Le droit n'est pas pour eux, en fait. Et le référé liberté permet d'inverser cette tendance et de retourner le droit contre ceux qui les dictent, ou en tout cas les représentants de ceux qui les dictent, l'administration. Et donc, en cela, c'est certainement une immense œuvre de justice et une très grande réussite. L'autre grande réussite, on l'a déjà évoqué, c'est la plasticité de l'audience de référé. Elle est très adaptable. Les exemples qui vous sont donnés d'ailleurs le montrent bien. Il y a évidemment l'affaire Lambert, où dans le cadre d'un référé liberté, on a vu à quel point le Conseil d'État s'est mobilisé, a demandé la présence d'amicus curiae, s'est entouré d'un avis qui était un avis général, comme le quotidien beaucoup plus simple des audiences de référé, plastique dans la forme, mais aussi plastique dans la nature des échanges qui peuvent intervenir. On a vraiment l'impression, et c'est là encore une fois une grande satisfaction pour le requérant, le juge connaît admirablement son dossier et le requérant est écouté. Et je pense que d'ailleurs il y a très clairement une volonté manifeste de la part du Conseil d'État de donner cette impression très forte d'écoute, et que chacun ait la liberté de pouvoir s'exprimer. Et à cet égard, rendre la justice, ça n'est pas simplement rendre une décision de justice, c'est véritablement donner l'impression à un plaideur qu'il a été entendu, que sa cause a été entendue, et que ainsi la décision qui sera rendue lui est beaucoup plus acceptable. Alors, après, si on réfléchit plus spécifiquement à l'efficacité, qui est l'efficacité concrète, on a évoqué aussi le rôle de médiateur ou le rôle de juge de paix, qui est un peu celui du juge des référés, en tout cas ici. Il est évidemment très réel. Alors, il a un effet qui est un effet très positif, que je viens d'évoquer, c'est le fait que effectivement l'administration est amenée à devoir répondre aux questions du juge des référés. Il a aussi, il est difficile de le cacher, aussi un effet un peu frustrant à certains moments pour les requérants. Et je vous donnerai l'exemple qui est un autre exemple que nous connaissons bien, des camps qui sont les camps de réfugiés, pour lesquels on avait introduit avec un certain nombre d'associations un certain nombre de recours devant le juge des référés, à chaque fois des référés liberté. Alors l'affaire, le topic, c'est l'affaire évidemment de Calais, qui a été rendue en 2017. Entre-temps, la question s'est dupliquée avec une décision grande sainte de 2019, et très récemment, l'exemple de la ville d'Achères en 2019.
Alors là, c'est très intéressant parce que, en réalité, d'abord, bon, le juge des référés du Conseil d'État a posé des principes très clairs, un cadre très clair sur l'urgence, les obligations positives de l'État, qu'il a d'ailleurs déduit d'une certaine manière des décisions Baumette dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont pu s'importer dans des camps. L'obligation positive de l'État dans une prison existe aussi dans des camps, de garantir l'absence de traitement inhumain et dégradant, ce qui est évidemment une chose très satisfaisante. Mais après, on se retrouve dans cette situation un peu compliquée, où le juge des référés, je pense que chacun qui a pu être juge des référés dans ce type de dossier voit très bien ce dont je parle, qui est de dire à l'administration qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Je ne vais pas vous imposer des choses qui sont des choses impossibles parce que je suis le juge du concret. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser ? Et vous vous retrouvez dans une situation qui est un peu difficile parce que face à des camps de migrants de plusieurs centaines de personnes qui sont dans des situations absolument épouvantables, on va discuter de savoir si oui ou non il va être possible de raccorder un deuxième robinet sur la canalisation qui intervient et puis savoir derrière arbitrer les questions entre la ville et l'État, chacun se renvoyant la balle à la question de savoir qui va devoir payer le deuxième robinet. Et cela est un peu triste en réalité. Et c'est encore en plus triste quand on est confronté à une impossibilité pour le juge des référés de pouvoir donner une réponse satisfaisante. Et cela existe, et je reste dans l'exemple du contentieux pénitentiaire. J'ai évoqué la question des baumettes. Je vous parlerai maintenant du contentieux qui est le contentieux de la maison d'arrêt de Nîmes, qui a donné lieu à une ordonnance du juge des référés en 2015, où le juge des référés a constaté, du fait de la surpopulation et de l'état de délabrement de la prison, il a constaté le fait que les prisonniers étaient dans un état de traitement inhumain et dégradant, et donc il y avait une atteinte qui était portée à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bon. Donc on est face au constat de ce qu'il y a une violation manifestement grave et illégale d'une liberté fondamentale. Sauf que le juge des référés dit, certes, mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas imposer à l'administration quoi que ce soit, parce que l'administration n'a pas la possibilité de résoudre cette difficulté. Elle naît de la surpopulation carcérale. Et dans ces conditions, j'en reste là. Et il y a là une limite immense au pouvoir, ici, du juge des référés, qui, en réalité, va, si je prends l'exemple de Nîmes, ordonner qu'on change des draps, ordonner qu'on puisse effectivement rajouter des kits qui sont des kits de nettoyage, mais qui pour autant va constater que, en réalité, cela ne permettra pas d'éviter un traitement inhumain et dégradant et est incapable de pouvoir trouver une solution concrète pour pouvoir résoudre cette question. Alors, et j'en terminerai par là, face à cela, face aux limites du juge des libertés en termes de contrôle des garanties des libertés fondamentales, quelles sont les solutions ? Cour européenne des droits de l'homme, peut-être. Alors on a vu que la question, ce matin, j'imagine, la question de la QPC était susceptible de se poser, mais je dirais effectivement, vous avez la possibilité de transmettre une QPC dans le cadre d'un contentieux du juge des référés, mais la QPC, ça fonctionne essentiellement pour l'avenir, hein, donc c'est pas grâce à la QPC que vous allez résoudre immédiatement votre question d'atteinte. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, évidemment, elle a été le chantre des libertés fondamentales en droit français, et elle est à l'impulsion de toute la grande jurisprudence, aussi bien du Conseil d'État que de la Cour de cassation, que du Conseil constitutionnel, à mon sens, de développement des libertés fondamentales ces 15 dernières années. Sauf que la différence fondamentale qu'il y a aujourd'hui entre le référé et la Cour européenne des droits de l'homme, c'est l'efficacité. Le référé a un mérite immense, c'est que c'est un juge rapide, efficace, qui a la possibilité de mettre fin immédiatement à une liberté fondamentale. Et aujourd'hui, s'agissant de la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, le seul outil efficace, c'est l'article 39, donc les mesures provisoires, dont le champ d'application est extrêmement limité, puisqu'il ne concerne que l'article 2, droit à la vie, et l'article 3, traitement inhumain et dégradant, et qui ne permet en aucune façon, en pratique, de garantir un très grand nombre d'autres atteintes aux libertés fondamentales. Un mot à cet égard, puisque vous êtes là, monsieur le juge, j'en profite pour faire... Bon, je me tais, aucun problème. J'arrête. Stop. Stop. Il y a marqué stop sur le papier. C'est fini. Alors je me tais. Non, je vais juste dire une chose avant de me taire. Une chose.
Voilà. Et on en parlera, j'espère. C'est beaucoup trop long. Voilà. Je sais que vous n'y pouvez rien. Je sais que ça n'est pas votre faute. Je sais que vous avez des problèmes multiples et variés. Il faut que vous sachiez à quel point la Cour européenne des droits de l'homme a été une lumière en France et partout en Europe pour le développement des libertés fondamentales. Quand aujourd'hui, et j'ai des exemples, des requêtes qui sont des requêtes qui ont été communiquées sont à plus de 8 ans d'instruction, c'est aujourd'hui impossible de dire à un client nous allons engager un contentieux en matière de liberté fondamentale, mais nous allons devoir attendre 8 ans ou plus pour pouvoir obtenir une réponse de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, donc je terminerai en disant que le juge des référés, d'une façon générale, a été un grand juge de la garantie des libertés fondamentales, parfaitement contemporain, et j'espère qu'il le restera le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Merci à vous, et vous avez vous-même fait la transition avec ce que va nous dire maintenant Jacques-Henri Staël, sans vouloir dévoiler, c'est-à-dire est-ce qu'on ne demande pas trop au juge du référé liberté, est-ce qu'il peut tout prendre en charge? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Madame la Présidente, et lorsque vient mon tour d'intervenir sur le sujet qui nous est proposé cet après-midi, référé, liberté, protection des libertés publiques, il y a 3 souvenirs personnels qui encombrent mon esprit, et vous me pardonnerez de prendre la liberté de commencer par les évoquer devant vous. Le premier souvenir, il remonte à désormais plus de 20 ans, et j'ai eu le privilège d'être membre du groupe de travail qui était présidé par le président Labetoul, des travaux duquel sont issus les textes dont nous parlons aujourd'hui et que nous célébrons d'une certaine façon. À cet égard, je dirais simplement que c'est un moment rare dans la vie d'un membre du Conseil d'État que de pouvoir contribuer à une réforme aussi essentielle de l'ordre de juridiction auquel on appartient, et de pouvoir le faire sous la direction inspirée du président Labetoul, et en profitant de la science incomparable des membres du groupe de travail qui étaient réunis sous sa houlette, à commencer par le professeur Chaput, est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors si j'évoque ce souvenir, ce n'est pas tant par nostalgie de ce moment rare, mais pour souligner au passage un aspect des débats du groupe de travail qui a été quelque peu perdu de vue et qui mérite pourtant, je crois, d'être gardé en mémoire, et qui fait d'une certaine façon un peu écho avec les propos qui ont déjà été tenus par Maître Spinozzi. Ce point est le suivant. Le groupe de travail, s'agissant de ce qui est devenu le référé liberté, avait en fait imaginé 2 systèmes alternatifs, 2 systèmes différents. Le premier système, c'est celui qui, peu ou prou, a été retenu, que vous connaissez, et consistait à donner au juge administratif des référés un pouvoir d'injonction qui était limité au cas où est en cause une liberté fondamentale, mais avec un champ de mesures de sauvegarde susceptibles d'être ordonnées pour parer aux atteintes graves et manifestement illégales portées à ces libertés fondamentales, qui était particulièrement large. Le système alternatif qui avait été envisagé avait, lui, un champ d'application beaucoup plus large, mais des conditions de mise en œuvre plus restrictives. Il consistait à permettre au juge des référés d'ordonner toute mesure que justifie la nécessité de protéger le simple exercice d'un droit ou d'une liberté mise en cause par l'administration, mais dès lors que la mesure ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Donc cette seconde formule était beaucoup plus proche de l'intervention du juge civil des référés. Et si elle a été écartée, c'est parce qu'elle apparaissait faire trop bon marché du rôle central de la décision administrative dans les litiges de droit public, et que l'on craignait qu'elle finisse par aspirer dans l'orbite du référé la plus grande partie du contentieux administratif. Et c'est à cet égard que je trouve que cette anecdote de plus de 20 ans conserve une actualité que je voulais souligner. Attention à ne pas penser que l'essentiel de l'intervention du juge administratif, et en particulier sa mission de protection des libertés, passe par la seule procédure du référé liberté. Le deuxième souvenir, à presque 10 ans, il s'agit des premières fois où j'ai exercé les fonctions de juge des référés au Conseil d'État, et j'ai alors découvert un exercice qui tranche avec les autres fonctions juridictionnelles que l'on peut assumer ici, et que Maud Vialette a parfaitement décrite tout à l'heure. La maîtrise solitaire de la procédure et aussi la responsabilité solitaire de la décision qui l'accompagne,
même si l'on peut bien sûr s'appuyer sur une forme de collégialité informelle. La rencontre directe avec les parties lors de l'audience, avec sa procédure orale, instructive, vivante, faite d'écoute, d'attention et de prise de position, comme il a été très, très largement évoqué déjà cet après-midi. Et le profond sentiment d'utilité à intervenir à chaud, certes par des mesures qui sont des mesures juridiquement provisoires, mais dans un litige actuel dont les enjeux immédiats pour les parties sont bien tangibles. La richesse de l'exercice que j'ai ainsi découvert il y a 10 ans, je la ressens toujours aujourd'hui à chaque fois que j'exerce les fonctions de juge des référés. Le troisième souvenir, lui, à quelques 5 ans, il s'agit formellement d'une affaire de référé. Mais pourtant, elle est tout sauf une affaire de référé. Patrice Spinozzi y a fait allusion tout à l'heure, mais comme président de la deuxième sous-section, comme on en disait tout à l'heure, de la section du contentieux du Conseil d'État, j'ai participé à l'instruction et au jugement des décisions qui ont été rendues par l'Assemblée du contentieux en 2014 sur la situation de Vincent Lambert. Et de toute ma carrière, je n'ai jamais eu à connaître d'affaires plus lourdes que celle-là. Et jamais non plus, je n'ai ressenti aussi fortement que là le secours que représente le fait de s'inscrire dans une collégialité d'exception. Cette dernière évocation, elle montre jusqu'à l'extrême la plasticité. Patrice Spinozzi a utilisé ce terme pour la procédure, mais la plasticité de la procédure du référé liberté. Et les autres exemples jurisprudentiels qui figurent dans le dossier qui a été distribué, sur l'état d'urgence, sur le Burkini, sur l'organisation des débats à la télévision en matière de campagne préélectorale. Tout cela, ça correspond à quantité d'autres hypothèses, à des hypothèses que l'on avait plus facilement à l'esprit lorsque l'on a imaginé la procédure de référé liberté. Mais une des forces du référé liberté, peut-être sa force principale et essentielle, c'est cette capacité d'adaptation, sa vigueur et son attractivité. Alors on pourrait passer de très longues minutes à énumérer tout ce que le référé liberté permet de faire, les libertés qui ont été reconnues comme fondamentales, les mesures qui sont susceptibles d'être prises. Tout cela, peu ou prou, vous l'avez présent à l'esprit, a déjà été évoqué assez largement aujourd'hui. Techniquement, le référé liberté offre une très grande souplesse de mise en œuvre, ça a déjà été souligné, c'est un recours très utile, c'est un recours efficace pour la protection des libertés, et c'est d'ailleurs son existence et sa pratique, pour l'essentiel, qui expliquent que le tribunal des conflits d'abord, rejoint ensuite par le Conseil d'État, puis la Cour de cassation, ait profondément redéfini la vénérable théorie de la voie de fait pour la réduire très substantiellement. Donc le référé liberté, c'est bien un outil extrêmement puissant de protection des libertés publiques, à tel point que lorsqu'on juxtapose les termes référé et liberté publique, comme dans l'intitulé de notre table ronde, on est implicitement et presque malgré soi conduit à ne penser qu'au référé liberté. Et c'est d'une certaine façon mérité, bien sûr, mais c'est aussi un tout petit peu injuste et source de confusion. Et c'est pourquoi, plutôt que, là aussi, de célébrer le référé liberté avec tout l'éclat qu'il mérite assurément, ce qui est un exercice auquel vous avez déjà été exposé et que je trouve assez facile, somme toute, avec le recul, je voudrais livrer juste quelques remarques en contrepoint de cette idée. Je disais confusion, source de confusion. Si la protection des libertés a gagné un protecteur de choix avec le référé liberté, elle ne passe pas que par lui. Et cette confusion peut exposer à des déboires de temps en temps, déboires pour le législateur. Parce qu'à 2 reprises récemment, le Conseil constitutionnel a quand même censuré des dispositions législatives qui avaient réduit au seul référé liberté la possibilité de recours contre certaines mesures administratives coercitives. Ces censures soulignent que le référé liberté, pour exemplaire que soit cette procédure de référé, ne peut assurer seul la protection des libertés. Les recours de droit commun, parce qu'ils statuent sur le fond des affaires, doivent conserver et leur place et leur prééminence au plan juridique. Déboire pour le législateur, déboire aussi pour certains justiciables. Maître Spinozzi a évoqué le
cruelle difficulté de devoir déterminer les procédures que l'on doit choisir d'activer dans telle ou telle situation. Et se focaliser à l'excès sur le référé liberté, ça conduit à s'exposer, à se voir opposer, soit que la situation n'est pas suffisamment urgente pour déclencher l'usage de ses pouvoirs, ou que l'atteinte qui est portée à une liberté fondamentale n'est, somme toute, pas si grave ou pas si manifestement illégale. Et du point de vue du juge, il faut dire aussi que et s'accrocher à l'idée que tout le contentieux administratif ne doit pas passer par le référé liberté. Et c'est là que je retrouve le premier souvenir que je vous livrais en commençant. Le contentieux administratif se structure autour de l'action de l'administration, autour des décisions qu'elle est légitime à prendre dans le cadre de ses responsabilités et de ses prérogatives. La tentation de passer outre à cet élément fondamental du droit public, à cette règle fondamentale du droit public, comme l'ont écrit certains arrêts, expose à perdre le sens de ce qu'il revient à l'administration de faire, d'une part, et ce qu'il revient au juge administratif de seulement contrôler, d'autre part. Et il est deux tentations auxquelles il faut, je crois, s'efforcer de résister. La tentation de toujours vouloir satisfaire aux impatiences de la société, qui appelle à des interventions toujours plus rapides et toujours plus urgentes. Or, s'il importe de savoir prendre des mesures conservatoires urgentes lorsque la situation le requiert véritablement, il faut aussi se garder de réponses trop rapides ou de réponses pas assez réfléchies. La course contre la montre que réclame toujours plus l'opinion ne peut de toute façon être gagnée toujours. Et il faut savoir déterminer un calendrier raisonnable pour l'intervention du juge à la mesure des enjeux de chaque affaire. Et ce point-là, pour moi, est au plan procédural en tout cas, une des leçons les plus fortes que j'ai pu retirer de l'affaire Lambert. La seconde tentation à laquelle il faut résister, et là je pense au juge, c'est de ne pas se laisser remporter par la vigueur du référé liberté pour se transformer en administrateur, pour chercher en équité à résoudre la situation conflictuelle qui lui est soumise, en oubliant que la responsabilité du juge est de contrôler l'administration sur un plan juridique et non de décider à sa place. Et de ce point de vue-là, j'étais très, très intéressé par ce que Maître Spinozzi disait précédemment. Je crois que le juge ne doit pas alimenter lui-même le risque d'éviction par le référé liberté du reste du contentieux administratif. Et c'est dans cet esprit que la section du contentieux a, à plusieurs reprises dans la période récente, entendu rappeler l'articulation des différentes procédures de référé afin de souligner que la réponse adéquate n'est pas toujours à rechercher dans le référé liberté. Le référé suspension doit y trouver ou retrouver une place, et le référé mesure utile peut aussi montrer son utilité dans certaines situations. Tout cela a été évoqué. Alors, disant tout cela, je m'en voudrais. Si vous perceviez mon propos comme étant empreint d'une tonalité trop négative, alors que nous sommes là pour fêter et célébrer les 20 ans du référé administratif nouvelle version, et en particulier la naissance du référé liberté. Je crois, comme ça a été dit, mais ça ne vous apprendrait rien si je vous l'exprimais trop longuement, que je ne peux que me réjouir et saluer à mon tour l'œuvre jurisprudentielle qui a été accomplie à cet égard. Je veux simplement souligner que la protection des libertés ne passe pas que par le référé liberté, que dans le registre de l'urgence, le référé suspension doit trouver ou retrouver sa place, et que la meilleure garantie des libertés reste encore le recours pour excès de pouvoir et l'intervention au fond du juge administratif. Pour ma part, je suis très attaché à l'arrêt Barrel, qui n'est pas une décision provisoire rendue en référé, mais qui est un grand arrêt de la jurisprudence administrative, protecteur de la liberté d'opinion, dont la portée et l'enseignement valent sans doute parce qu'il résulte d'une décision rendue au fond par l'Assemblée du contentieux. Je crois que dans les différents registres dont peuvent user le juge administratif, il y a certes aujourd'hui, et heureusement, le référé liberté, il y a les autres procédures de référé, mais il y a aussi ce qui est le fond de notre action, et qui sont les décisions qui sont rendues au fond sur les recours pour excès de pouvoir ou les autres recours qui sont portés devant la juridiction administrative. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir sur ce que vous avez dit, cette figure du juge des référés qui accapare un peu, qui absorbe un peu tout le contentieux. Je vais maintenant laisser la parole à M. Pastor Villanova. Vous écoutons. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Présidents, chers collègues, Mesdames et Messieurs. J'ai été invité par la présidente de la section du rapport et des études à exposer mon point de vue sur les liens qui unissent la protection des libertés publiques et la procédure du référé. Merci beaucoup, Madame de Boisdeffre, pour l'organisation de ce colloque qui me donne l'occasion unique de dialoguer avec des magistrats nationaux et d'autres juristes éminents. Pour des questions de temps, je limiterai mon intervention à une seule des catégories des référés d'urgence, c'est-à-dire au référé liberté de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Mon intervention tourne autour de deux axes. D'un côté, la compatibilité de la procédure du référé liberté avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire au regard du droit au procès équitable. De l'autre côté, sa conventionnalité par rapport à l'article 13, soit du droit à un recours effectif. Commençons donc par l'article 6. Nous savons tous que selon le Code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent, normalement ou théoriquement au moins, un caractère provisoire. En raison de ce caractère temporaire, la Cour européenne entendait traditionnellement que les griefs des requérants au titre des articles 6 et 13 de la Convention n'étaient pas applicables aux mesures provisoires. À ce titre, l'arrêt Casanovas du Conseil d'État du 28 février 2001 était pleinement en accord avec la jurisprudence de la Cour européenne, notamment avec sa décision Carreira contre Portugal du 6 juillet 2000. Cette approche initiale de la Cour change radicalement avec l'arrêt de la Grande Chambre dans l'affaire Micallef contre Malte du 15 octobre 2009. Pour justifier le revirement de sa jurisprudence, la Grande Chambre notait en particulier l'existence d'un large consensus en Europe quant à l'applicabilité de l'article 6 aux mesures provisoires. Elle ajoutait que les injonctions du juge s'apparentaient souvent à une décision sur le fond, compte tenu des longs délais qui s'écoulaient normalement entre leur adoption et le jugement clôturant le procès. Le Conseil d'État, et je cite, « un partenaire de la Cour européenne, selon Bernard Stirn, va très vite s'aligner sur Micallef, notamment dans une ordonnance du 23 juin 2010. On peut donc conclure qu'il n'y a plus actuellement de discussion quant à la soumission de la procédure du référé liberté à l'article 6 de la Convention. Le droit européen à un procès équitable exige la satisfaction de plusieurs paramètres. La cause doit être entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Il semblerait que la procédure française s'accommode dans sa globalité aux critères que nous venons d'énoncer. En effet, le Code de justice administrative exige, entre autres, le respect du contradictoire et la tenue d'une audience publique. Et là, je fais écho à ce terme donc très intéressant qui a été évoqué ce matin par le vice-président du Conseil d'État, que finalement, entre le juge et ses parties, s'établit une sorte de conversation. Et c'est vrai, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de me trouver dans cette salle, et c'est vrai donc qu'elle est propice donc, à des débats non seulement juridiques, mais également humains, et bien entendu faire également preuve d'empathie, qui est à mon avis donc une qualité pleinement exigible en juge moderne. Mais revenons donc à mes propos. La célérité de la procédure apparaît aussi assurée, puisque d'abord le tribunal administratif, ensuite le Conseil d'État en appel, doivent statuer respectivement dans un délai indicatif de 48 heures. En ce qui concerne la neutralité des magistrats, il va sans dire qu'elle est toujours présumée. De surcroît, la procédure n'est pas formaliste ni complexe. En effet, les représentants des requérants ne sont pas tenus de justifier leur mandat, les mineurs peuvent rester en justice,
l'intervention d'un avocat n'est pas obligatoire, etc., etc. Le paysage est-il pour autant idyllique? Il se peut. J'en veux pour preuve, par exemple, l'affaire de Grande Chambre Lambert et autres contre France de 2015, dans laquelle, curieusement ou pas, les requérants n'ont jamais discuté la conventionnalité de la procédure du référé-liberté en elle-même. À première vue, l'ordonnance de tri paraît, elle aussi, conforme au principe du procès équitable. On constate, c'est le Code donc qui le prévoit, qu'elle doit être obligatoirement motivée, mais également qu'elle est adoptée sans débat contradictoire et peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Qu'en est-il de l'absence d'une audience publique au niveau du tri? Même si la décision est adoptée sans entendre les parties, il est vrai que la Cour européenne a déjà eu l'occasion de valider les procédures de filtrage sommaire lorsque, je cite, une juridiction suprême, comme le Conseil d'État bien entendu, se fonde uniquement sur une disposition légale spécifique pour écarter un pourvoi comme dépourvu de chance de succès sans plus de précision. Par ailleurs, il ne fait nul doute que le droit conventionnel à une audience publique intéresse également les mesures provisoires et qu'il implique, en principe, la célébration d'une audience devant au moins une instance. Compte tenu du fait que l'ordonnance de tri peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation et, éventuellement, d'un règlement au fond par le Conseil d'État avec tenue d'une audience publique, ce droit apparaît, a priori, également observé. Et je vous envoie donc à une affaire très importante de grande chambre qui est Ramos Nunes de Carvalho contre Portugal de cette année ou de l'année dernière, paragraphe 192 en particulier. Passons maintenant à l'article 13. La Cour européenne semble confirmer que la procédure du référé-liberté constitue une voie de recours pleinement effective au sens de l'article 13 de la Convention. En effet, dans l'arrêt Yengo contre France de 2015, la Cour a conclu, et je cite, « La Cour relève avec intérêt l'évolution jurisprudentielle ayant conduit les juridictions administratives, y compris le Conseil d'État, à prononcer des injonctions sur le fondement des articles 2 et 3 de la Convention en vue de faire cesser rapidement des conditions de détention attentatoires à la dignité. » La Cour faisait directement allusion à l'ordonnance du Conseil d'État du 22 décembre 2012 relative aux conditions indignes de salubrité dans la prison des Baumettes. L'affaire Yengo contre France de 2015 se démarque clairement des précédentes décisions de 2011 et de 2012, Linhart contre France et Razali contre la France, dans lesquelles la Cour se disait à ce moment-là non convaincue par le caractère effectif de la procédure du référé-liberté. J'ai relevé toutefois un petit souci à vous confier, compte tenu que nous sommes donc un petit comité. En effet, et je parle bien entendu sous votre contrôle, dans la mesure où ma connaissance de la procédure administrative est un peu limitée, j'ai cru comprendre que le recours devant le Conseil d'État en matière de référé-liberté n'était pas suspensif de plein droit. Par conséquent, si le tribunal administratif ne suspend pas le caractère exécutoire de l'acte administratif combattu, l'intervention du Conseil d'État risque d'être sans objet si l'administration exécute la mesure contestée avant même que cette haute juridiction soit saisie. Cette hypothèse pourrait alors s'apparenter à l'affaire de Grande Chambre de Sousa Ribeiro contre France de 2011, dans laquelle la Cour européenne a conclu à une violation de l'article 13 combiné avec son article 3. La déclaration de violation tenait du fait que le requérant avait été reconduit vers le Brésil moins d'1 heure après l'introduction de son recours devant le TA de Cayenne. Il m'a semblé comprendre que le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été modifié suite à l'arrêt Gebre-Medine contre France de 2007. Toutefois, la suspension automatique du refus d'entrée en France, L213-9, ou d'une obligation de quitter le territoire, L512-3, opère seulement lorsque le tribunal administratif, et seulement lui, est saisi par la personne intéressée. À titre de conclusion, il se dégage dans l'ensemble un sentiment de compatibilité de la procédure du référé-liberté
avec les exigences de la Convention. Je vous remercie. Merci, monsieur, pour cet audit. Il y a quand même un petit grain de sable. Peut-être qu'il faudrait un petit grain de sable de l'article article 13 qu'il faudrait peut-être, enfin, pas résoudre, mais auquel il faudrait peut-être répondre, je ne sais pas. Est-ce que c'est conventionnel ou non que l'appel ne soit pas suspensif en matière de référé? Enfin, ce serait peut-être à vous de vous prononcer en... Mais peut-être qu'on peut anticiper une discussion qu'on serait susceptible d'avoir devant vous. Non? Peut-être... C'est sûr qu'on veut l'avoir. Non, d'accord. Bon, bon d'accord. Bon, jusque-là, tout allait bien. ouais. D'accord. Mais peut-être que je peux, moi, répondre. Il semble quand même que, juste précisément parce qu'il n'y a pas le filtre de l'urgence, puisqu'il a été, c'est passé au tamis du juge administratif en première instance. C'est-à-dire que la présomption d'urgence, elle vient où, selon vous? Non. Mon idée, c'est que quelqu'un qui doit être expulsé vers un pays dangereux, mettons le cas, il va devant le TA, au moment où il pose, si j'ai bien compris, où il formule son recours, donc là, il y a une suspension de plein droit jusqu'au moment donc, où le TA donc, va prendre sa décision. Imaginons que le TA, finalement, sur une décision sur le fond, à la fin, pas de filtrage, il dit finalement non, les critères ne sont pas réunis, etc. Donc, du coup, une fois donc qu'il a refusé, la mesure, à mon avis, si j'ai bien compris le fonctionnement, elle est exécutoire. Il va saisir le Conseil d'État. Peut-être le Conseil d'État, à ce moment-là, il ne va suspendre pas, mais en tout cas, pendant les 15 jours, si je ne m'abuse, donc, il a le droit de saisir. Cette personne donc peut être expulsée. Ce n'est pas un problème donc du juge administratif, mais c'est éventuellement un problème légal. Ah, vous parlez du contentieux des étrangers. Oui. D'accord. Entre autres. D'accord, je pensais que de manière générale, entre autres. J'aimerais quand même donc... un mot sur ce oui, point. vos délais de jugement. Puisqu'on parle de ça et qu'il faut en parler. Oui, il y a un problème, très certainement. Après, il faut distinguer un certain nombre de choses. Ce qui est certain, c'est que ça oblige à une réaction extrêmement rapide de la part des conseils dans ce genre d'hypothèse pour éviter une exécution d'une mesure d'éloignement. Alors, je n'entrerai pas dans le contentieux assez récurrent qui est mené avec une problématique très spécifique qui est Mayotte, bon, qui est un territoire où il y a des difficultés importantes à cet égard. Je donnerai un autre exemple pour sortir strictement du contentieux des étrangers, qui est celui de l'expulsion des terroristes. Et une jurisprudence qu'a connue le Conseil d'État, qui était une jurisprudence Daoudi, où en réalité Daoudi ayant été condamné pour terrorisme, et il y avait une ambition assez forte de l'État français de l'expulser, en particulier vers l'Algérie, et ce qui posait une réelle difficulté. Et à peine était-il sorti de prison que immédiatement il y a eu une volonté de la part de l'État français de le raccompagner et de le mettre dans un avion. Et à sa décharge, justement, les avocats de M. Daoudi ont saisi immédiatement le juge des référés, qui a statué, donc tribunal administratif, alors même que la mesure était en train de s'exécuter, et la décision est tombée alors qu'ils étaient sur le tarmac. Donc l'officier de police judiciaire a eu un coup de téléphone en lui disant non, mais là, il faut arrêter parce qu'en fait, il y a eu une décision qui est tombée qui interdit le renvoi de M. Daoudi vers l'Algérie. Donc ça marche, voilà. Mais c'est sûr qu'il n'y avait pas d'effet suspensif en tant que tel, et qu'il a fallu effectivement et l'énergie des avocats et l'efficacité du juge des référés, qui a été réelle, pour pouvoir bloquer cette expulsion. Voilà. J'ai l'impression que je fais bruisser là dans la salle. Peut-être la salle voudrait intervenir. Ouais. Non. Peut-être dans un autre registre, si pas de sujet, mais aborder un autre thème, celui de la frustration. Celui de la frustration que vous évoquiez, que vous regrettiez, vous, Monsieur Spinozzi, et
vous soutenez que c'est aussi la facture même du juge du référé liberté qui ne peut pas tout faire et qui a d'autres contentieux, d'autres voies de droit pour régler certains problèmes, notamment des problèmes structurels de l'administration. Et j'ai le sentiment, enfin moi je me souviens de quelqu'un de chez vous qui m'a dit une fois que le référé liberté avait été conçu pour retenir la main de l'administration et qu'au fil des ans, l'évolution, enfin les demandes qui étaient faites au juge et les réponses apportées par le juge du référé liberté étaient très différentes et qu'elles n'auraient jamais été imaginées au début de la conception du référé, quand on a conçu le référé liberté, le juge du référé liberté qui enjoint des obligations de faire et qui comble la carence de l'administration. Est-ce que vous sentez, l'un et l'autre, des demandes d'une évolution en ce sens aussi? Il ne s'agit plus d'empêcher de faire mal, mais aussi de tenir la main de l'administration pour qu'elle fasse. On disait tout à l'heure que le référé liberté s'adaptait à la demande de justice qui monte vers lui. Et il est vrai que dans les débuts, lorsque l'on a réfléchi à la réforme des procédures d'urgence, ce que l'on avait le plus immédiatement sous les yeux, c'était, l'histoire en a été rappelée, c'était l'hypothèse qui avait conduit à ce que l'on réfléchisse à cela, c'est-à-dire la décision du tribunal des conflits avec l'utilisation de la voie de fait, s'agissant de décisions pour trouver une façon d'agir devant le juge administratif en urgence qui permette d'arrêter le bras de l'administration lorsque l'administration avait pris une mesure exécutoire, une mesure d'éloignement, pour prendre cet exemple. Et donc la conception initiale, c'était en pensant à ce type de décision coercitive de l'administration qu'il fallait arrêter, que l'on a conçu le système, sans doute. Mais assez vite ensuite, d'autres demandes sont venues devant le juge des référés pour essayer de mobiliser des droits à créance, pour essayer d'obtenir une mesure provisoire dans les hypothèses qui ont été évoquées par Maître Spinozzi tout à l'heure, pour venir devant le juge du référé liberté avec ces questions extraordinairement difficiles et pas si provisoires que cela, des traitements médicaux et de la suspension des traitements médicaux. Et donc le référé liberté s'est adapté à cette multitude de demandes et à ces configurations extrêmement différentes. Après, ça conduit le juge des référés à être parfois dans l'embarras lorsqu'il est saisi de demandes qui ne sont pas simplement des demandes qui tendent à la suspension de l'exécution d'une décision administrative coercitive. Ça, d'une certaine façon, c'est facile à faire et à concevoir. L'embarras est beaucoup plus grand lorsqu'il s'agit d'obtenir quelque chose de la part de l'administration, alors que l'on touche du doigt, Maître Spinozzi l'évoquait tout à l'heure, fondamentalement une insuffisance de ressources publiques qui est consacrée à telle ou telle chose, l'état des prisons, le point de savoir si des enfants handicapés peuvent être accueillis à l'école. À chaque fois que l'on bute sur des difficultés qui viennent de l'insuffisance des moyens de l'administration, le juge du référé liberté se retrouve dans la situation de se demander ce qu'il peut faire, effectivement. Et c'est avivé par le fait qu'il se demande ça en étant un petit peu tout seul face à cela, et avec comme arme des mesures qui, juridiquement, ne restent que des mesures provisoires. Et donc, bien sûr que dans ce type d'hypothèse-là, la difficulté des mesures à prendre par le juge des référés est beaucoup plus grande. Juste sur ce point, je pense que ce qui est certain, c'est que le rôle du juge des référés liberté a évolué aussi précisément au gré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a mis à la charge de l'État des obligations positives. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans un juge des référés qui doit arrêter l'action de l'administration, mais on est aussi face à un juge des référés qui aujourd'hui, au titre des obligations positives, donc essentiellement article 2, article 3, est tenu d'imposer à l'État d'agir lorsque l'État n'agit pas. Et c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit dans des camps de migrants ou que ce soit dans des prisons françaises. En réalité, l'État est condamné à agir et non pas simplement à s'arrêter face à une action. Et cela, évidemment, ça change assez considérablement la donne, et ça pose précisément les difficultés qu'évoquait le président Staël,
agir, mais en faisant quoi, en fait? Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement négativement dire à l'administration « non, vous ne faites pas ». C'est dire à l'administration, maintenant, pour trouver une solution, il va falloir le faire, avec les limites qu'on a évoquées, structurelles, de ce que l'administration est prête à faire. Alors après, la frustration, elle est aussi existante, parce que dans cette négociation qui intervient entre le juge des référés et l'administration, on comprend d'un côté l'idée de ce que le juge des référés ne veut pas imposer à l'administration plus que ce qu'elle est prête à donner, sachant que l'administration, globalement, a toujours vocation à éviter de devoir faire quoi que ce soit, sinon elle ne serait pas là, il faut quand même le savoir, et que, par ailleurs, d'expérience, souvent, nous arrivons à demander au juge des référés en disant « mais aujourd'hui, évidemment qu'on vous dit qu'il n'y a pas les budgets, mais le seul moyen de débloquer les budgets, c'est précisément votre injonction. S'il n'y a pas d'injonction, il n'y aura pas de budget. Si vous enjoignez, nécessairement, il y aura un budget pour réaliser ce que vous avez demandé. Et votre rôle à vous, c'est de constater l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale et de la résoudre. Elle n'est pas de gérer la question de savoir comment est-ce que l'administration est susceptible de pouvoir résoudre cette question. Donc on a effectivement une position qui est une position un peu différente là, entre une approche qui est une approche assez forte de l'attente qu'on a avec l'égard du juge des référés et une sorte de tractation qui peut intervenir avec l'administration en disant bah, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, voilà. Et une administration, je ne dirais pas qui n'est pas de bonne foi, mais en tout cas qui va jouer sa partie, qui va dire c'est très compliqué. Et très souvent d'ailleurs qui vous dira mais nous allons faire, pas tout de suite, hein. Nous on n'est pas en train de résoudre des problèmes qui sont des problèmes à 48 heures. Nous avons des programmes qui sont prévus, qui sont des programmes structurels. La prison va être aménagée, le camp va être aménagé. Voilà. Je vais laisser vous la parole, mais là, il y a vraiment deux écoles entre... on pourrait soutenir que ça démonétise la parole du juge que d'enjoindre des mesures irréalisables, ou on pourrait dire au contraire que le juge n'a pas à s'en occuper et que son autorité, à force, enfin, qu'il ait confiance en son autorité pour qu'à un moment, l'administration trouve les moyens de le faire. Et là, il y a vraiment des cultures très différentes. Et le juge administratif sera confronté à ces problèmes avec les procès climatiques, où ça paraît absolument considérable et vertigineux ce qu'il y a à faire, mais la question lui sera posée. Monsieur, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Je veux simplement donc réagir un petit peu donc au propos très intéressant qu'a dit Monsieur Spinozzi, pour mettre un petit peu donc en valeur l'extraordinaire quand même modernité donc de cette procédure, qui également donc se rétroalimente donc avec ce qui se fait du côté de Strasbourg, et nous également on se rétroalimente avec ce qui se passe donc ailleurs et en particulier ici. Mais pour dire donc cette question des obligations positives, non seulement sous article 2 et article 3, hein, article 2 article 3, l'État ne doit pas tuer, l'État ne doit pas torturer, bien entendu. Mais en plus, il y a une obligation de réagir lorsque cela donc arrive. Obligation, je pense notamment d'enquête. Et je ne pense pas qu'il ne serait quand même pas saugrenu à ce que donc même donc, un juge administratif peut même, au titre de ses obligations positives de l'article 3, pourquoi pas même pas demander, exiger à l'administration d'enquêter. D'enquêter, non, s'il y a des problèmes disciplinaires dans des prisons, etc. Pas dans le pénal, bien entendu, mais non seulement oublier d'enquêter, mais également de sanctionner correctement. Parce que ça, on l'a dit également. Il ne suffit pas d'enquêter, mais si finalement, dans les faits sont suffisamment graves, également de prononcer donc une sanction à ce niveau-là. Simplement, très rapidement, une petite réaction sur ce que vous avez dit donc, au début, du champ d'application de l'article 39 du règlement de la Cour. C'est vrai, c'est article 2, normalement, article 2, article 3, mais le règlement où rien n'empêche à ce que dans ces mesures article 39 soient également donc, extensibles donc, à d'autres articles. On est en train d'ailleurs de réécrire dans cet article-là, pourquoi pas article 8, donc vie privée, vie familiale, mais également article 2 du protocole 1, droit à l'instruction. Il est vrai également que dans la pratique, la Cour applique les mesures provisoires avec une certaine retenue. On suspend les injonctions, c'est un peu plus rare. Mais simplement pour vous dire que quand même l'article 39, il a quand même des potentialités donc, de plus en plus importantes. Je vous remercie. Peut-être une question dans la salle, monsieur ? On ne t'entend pas.
C'est très difficile d'imposer à l'administration de prendre telle ou telle mesure, que le juge se fait administrateur, mais je crois que la question ne devrait pas se poser dans ces termes-là. Il lui suffit de dire « je vous interdis de continuer à pratiquer comme vous le faites ». Point barre. L'administration ferme à longueur de semaine des maisons de retraite, des hôpitaux, sans se poser de questions pour savoir si les dirigeants vont pouvoir se débrouiller de leurs malades, de leurs patients, etc. Moi, je vous dis à la maison des Baumettes, vous arrêtez. Je vous interdis de continuer à héberger des prisonniers dans ces conditions, dans un délai d'1 mois et sous astreinte de 1 000 € par mois. Débrouillez-vous. Ce n'est pas mon problème à moi de déterminer combien on va mettre de portes de savon dans chaque cellule. Voilà pourquoi le juge n'a pas à être administrateur, mais le juge peut interdire. Retour sur la question de l'affaire Lambert et sur la plasticité du juge. C'est juste, vous avez dit, ça a été très plastique le référé liberté. Je ne crois pas tant que ça. Je crois que c'est le Conseil d'État qui a été extrêmement plastique, et à juste titre d'ailleurs, compte tenu de la difficulté qui se présentait. Mais on voit bien qu'aucun juge ne pouvait raisonnablement dire qu'il y avait dans l'affaire Lambert une atteinte grave et manifestement illégale. Ce n'était pas possible. Il y avait des débats homériques sur le point de savoir si c'est la fin de vie, pas la fin de vie. On n'était pas dans l'outrance du manifestement illégal. On voit bien que le juge de référé de Châlons-en-Champagne, tout seul dans son coin, il s'est senti quand même très malheureux de rejeter une requête, ce qui voulait dire, je vous en prie, débranchez, il était tout seul. Le Conseil d'État lui-même a eu besoin de plusieurs mois pour prendre parti sur la question, mais il a pris parti sur la question telle qu'elle lui était posée. Est-ce grave et manifestement illégale? Là aussi, la réponse ne pouvait quelque part n'être que négative. Il y aurait pu avoir une réponse positive sur le point de savoir si effectivement peut-être que la fin de vie qui était programmée dans cette affaire n'était pas conforme à la loi Leonetti, mais c'était une réponse de fond, ça ne pouvait pas être une réponse du référé. Et je me dis tout simplement ce qui a manqué peut-être dans ce dossier, ou ce qui manque dans la pratique, parce que c'est peut-être pas tant que ça dans la loi, c'est la possibilité de pouvoir saisir un juge du référé suspension, mais qui se prononce en 24 heures ou en 48 heures si c'est nécessaire. Et là, on voit bien tout de suite qu'il n'y avait pas de difficulté dans l'affaire Lambert. Tout juge du référé suspension aurait dit oui, il y a un doute sérieux, il y a une difficulté. Et on stoppe la machine et on réfléchit tranquillement pour qu'il y ait une décision au fond. Donc là, la plasticité, à mon avis, n'était pas tellement la plasticité de la loi, mais la plasticité de la pratique du Conseil d'État qui en a les moyens. Mais il manque, à mon avis, quelque part, et ça arrive souvent, qu'on se dise mais on voudrait que quelqu'un puisse intervenir sous 24 heures sans pour autant dire à l'administration ce que vous faites est grave et manifestement illégal. Il y a un doute, il faut l'arrêter rapidement, c'est tout. Non, simplement sur ce point, ça renvoie à ce que le juge administratif des référés fait de la procédure de référé-suspension. Et dans mon esprit, je pense qu'il pourrait faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Nulle part dans la loi, il n'est écrit que, ou dans les dispositions réglementaires d'application, il est écrit qu'il est interdit au juge administratif des référés de traiter une demande de référé-suspension dans un délai du type de ceux que vous évoquiez à l'instant. Et simplement, ce que l'on observe, c'est qu'en termes de pratique juridictionnelle, très souvent, l'audiencement des référés suspension se fait à une échéance qui est effectivement plus longue que cela. Mais dans la perspective de rééquilibrer l'intervention du juge des référés en utilisant les différents outils qui ont été prévus par la loi du 30 juin 2000, je ne suis pas dans l'état d'esprit de condamner le référé suspension. Une autre question peut-être, monsieur? Une question simple, mais peut-être avec des implications complexes. Est-ce qu'on peut imaginer à court terme que le juge des référés liberté s'empare de l'environnement comme l'a fait la CEDH, qui, bien que n'ayant pas comme référentiel des éléments précis sur l'environnement, l'a intégré dans un certain nombre de ses décisions, le rattachant notamment ce principe de protection de l'environnement à la protection de la vie privée ou la protection de la sécurité, etc. Enfin, tous les grands principes fondamentaux de la CEDH. Je vous remercie. En tout cas, les requérants sont là pour exciter son imagination au juge administratif en matière d'environnement. Quelqu'un peut répondre? Est-ce que ce serait... en tout cas, c'est présenté dans des requêtes. C'est articulé autour de la Convention européenne des droits de l'homme comme moyen. Oui, mais est-ce que c'est du référé liberté? Oui, pour l'instant, il y a quelques contentieux qui ont été engagés à cet égard-là devant des juridictions administratives, et la voie qui a été choisie à ce stade, c'est des contentieux de fond. Sur ces contentieux de fond, il y a notamment une discussion sur quelles sont les normes qui sont susceptibles d'être mobilisées dans ce cadre. Et déjà, dans le cadre de l'instruction et du jugement de ces affaires de fond, ces questions sont extraordinairement complexes, quelque part.
se dire que l'on va se précipiter en référé pour essayer de faire irruption dans le prétoire du juge des référés pour essayer d'obtenir des réponses à cet égard-là. Je crois que ça serait hasardeux et que l'on tomberait dans les difficultés, mais au carré ou au cube, que l'on évoquait tout à l'heure sur l'intervention et les pouvoirs du juge des référés, sur son embarras lorsqu'il est confronté à tel ou tel type de situation. Et donc, je crains qu'indépendamment de la question théorique et intellectuelle sur le point de savoir si les normes dont on parle sont susceptibles d'être mobilisées dans ce contentieux de référé, on bute sur la difficulté de toute façon pour le juge des référés de donner une réponse positive dans ce cadre-là. L'instruction et le jugement des affaires de fond seront déjà bien suffisamment compliqués. D'autres questions? Non? Bon. Donc on peut continuer. Alors moi, j'aimerais poser une petite question. Stop. Non, elle n'arrive pas. Oui. Alors très bien. Alors je croyais qu'il fallait meubler. Très bien. Mais je vous remercie. Merci à ces intervenants, à mes intervenants, et merci à vous. Merci.